let's go. What? Here we go now. Batman scoop on the mic. Mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Next, let's go. Et salut, Fred, Indécent Podcast, c'est à nouveau les Imaginales 2023 à Épinal, youpi youpi. On arrive à survivre au samedi, j'avoue que ça commence à devenir un peu compliqué quand même. Il fait un peu chaud, ouais. Il fait chaud et ça devient un peu compliqué. Ouais. On est en fin de journée là, puis il y a eu la soirée d'hier soir, ça devient plus dur. Ouais, alors ça, il paraît que les soirées Épinal, c'est un peu dangereux aussi, mais c'est vrai que dans la bulle du livre, comment dire, si vous voulez tester le hammam grandeur nature sur 1000 m², ça vaut le déplacement. Rien que pour ça, les Imaginales, merci. Plus sérieusement, je reçois aujourd'hui Étienne Kunge. Déjà, est-ce que c'est comme ça que ça se prononce? Parce que Kunge, bah voilà. Je n'en veux pas. Ok, merci. Pas de soucis, avec plaisir, you're welcome. Donc oui, bah voilà, c'est les déformations anglo-saxonnes, ça fait toujours du mal. Donc on reçoit donc Étienne Kunge, qui a écrit donc Symphonie atomique et dernièrement, qui vient de sortir hier, Antarcticas aux éditions Critiques. Donc avant de commencer à discuter de ces œuvres, la question de base qu'on commence à avoir l'habitude de poser, mais c'est pas grave, on s'en fout, on adore ça, c'est comme les transitions chez Indécent, peu importe. Pour simplement savoir qui tu es, quel est ton parcours. Moi, j'ai 50 ans cette année là, donc c'est une année charnière un peu pour moi là. Et puis, c'est ça, le temps passe. Et du coup, au départ, j'ai une formation de biologiste et depuis 25 ans, je travaille dans le domaine de l'environnement pour l'aménagement du territoire et la gestion de l'environnement dans les entreprises. Donc un métier qui rend un peu schizophrène. Et du coup, très légèrement, j'ai besoin d'extérioriser. Donc je me suis mis à écrire sur ce thème un peu de l'environnement. Et c'est pour moi un moyen d'extérioriser à la fois, de sortir de mon rôle d'expert pour trouver une certaine liberté d'expression que j'ai pas dans mon travail de tous les jours et qui me paraît importante aujourd'hui pour sensibiliser les gens. Et puis je pense que l'écriture, de donner un cadre qui soit pas un cadre intellectuel mais un cadre plus émotionnel, plus dans un cadre de loisir que lire un rapport du GIEC, c'est plus efficace pour sensibiliser les gens. Donc j'essaye de créer des univers très réalistes dans lesquels j'écris des thrillers en fait, d'anticipation. Comme ça me permet de parler d'environnement sans prendre la tête aux gens. En fait, ils lisent un thriller et en même temps, ils prennent de l'information sur les risques environnementaux, sur comment ça marche, sur pourquoi il y a des freins partout et sur ce qui peut nous arriver éventuellement si on ne change pas d'orientation dans les années qui arrivent. Ouais, donc on reste quand même dans un cadre d'anticipation, donc de futur assez proche, qui se veut le plus réaliste possible en fait. Ouais, alors ça c'est un roman sur deux, parce qu'entre les deux j'ai écrit Légende d'Agrégat qui est un space opéra, c'est pour me détendre. Et là je suis en train d'écrire de la fantasy, de finir un roman de fantasy, parce que le roman d'anticipation avec un poids environnemental, vous le prenez aussi en tant qu'auteur. Et il m'a fallu 2 ans et demi pour écrire Symphonie atomique, donc ça fait 2 ans et demi dans lesquels vous baignez dans une ambiance de dystopie dans votre tête. Donc après c'est bien d'écrire un monde de fantasy où tout est vert, où tout est possible, où l'environnement va bien et où les gens sont bien avec l'environnement, quoi. Ça fait du bien. Ceci dit, on pourrait écrire un roman de fantasy écologique où ça déconne aussi, avec la magie qui fait un peu n'importe quoi. On peut aussi, mais là c'était pas mon objectif. Je me suis dit, il faut se renouveler un peu, on va écrire un truc, là, comment ça se passe quand on est bien dans la nature en fait. Parce qu'au départ, si j'ai cette sensibilité-là, c'est parce que je viens de Grenoble, j'ai grandi dans la montagne, donc je fais de la rando depuis tout petit, donc j'ai une certaine sensibilité à la nature, je suis bien dans la nature. Donc je voulais aussi exprimer ce bien-être, ce que ça nous apporte en fait, la nature, pourquoi c'est important de la préserver aussi. Il n'y a pas que les grands équilibres biologiques dont on dépend, c'est aussi que c'est ce qui nous nourrit émotionnellement, qui nous stabilise émotionnellement, enfin en tout cas moi. Et donc j'avais envie de partager ça aussi, cette expérience-là de la nature aussi. Et j'allais dire, de toute façon, dans le space opéra, il y a aussi cette envie d'évasion, quelque part, qui se retrouve. Alors c'est pas la nature en tant que telle, c'est plutôt le cosmos, c'est même plutôt dangereux, mais il y a cette idée d'évasion aussi, d'aller beaucoup plus loin, quoi. Ouais, tout à fait, c'est pour ça que j'ai écrit Légende d'Agrégat, ça me changeait complètement d'univers, c'était moins réaliste, ça permettait d'être une phase de liberté, de respiration par rapport à toutes ces questions qui sont d'actualité.
Et je sais qu'on en a discuté tout à l'heure, donc tu pratiques aussi le jeu de rôle, ou en tout cas tu connais? Ouais, je le connais, ouais, bah, je suis venu oui, j'ai commencé par ça quand j'étais ado, et puis on joue encore un peu de temps en temps avec des collègues là pour se faire plaisir, pour se rappeler notre jeunesse, qui commence à s'éloigner dangereusement, il faut bien le dire. Mais on est très prude maintenant quand on a la cinquantaine, hein, donc voilà, on fait quand même attention à nos âges, quoi, voilà. Mais du coup, ouais, c'est quelque chose c'est des univers que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les univers oniriques, l'imaginaire, les dragons, les mages, tout ce qui est magie, j'adore ça. Donc voilà, je suis un grand fan de Tolkien depuis l'adolescence, donc forcément ça. L'anneau unique, quoi, du coup? Ouais, du coup, l'anneau unique, ouais, bah, je l'ai passé en plus cette année aussi, en plus des 50 ans. J'ai passé l'anneau unique au doigt, donc c'est une année charnière. Mais ouais, du coup, en jeu de rôle, c'est lesquels que tu pratiques? On était surtout Donjons et Dragons, en fait, classique. Indémodable, voilà. J'ai surtout joué à Donjons et Dragons. Donc du coup, c'est... Un peu de Torg, un peu de... Ah oui, Torg, d'accord. Ouais, on a eu quelques variantes quand même, on a testé 2-3 choses. Oui, Torg, le jeu des possibilités infinies, c'est un peu... Enfin, c'est pas Rift encore, mais c'est quand même pas mal, dans le genre tordu. C'est pas mal dans le genre tordu, ouais. Et donc pour en revenir à Symphonie Atomique, donc dans les choses tout à fait joyeuses, donc on est dans un roman, comme tu disais, thriller d'anticipation sur ce qui se passe dès aujourd'hui, ou comment tu as fait justement pour essayer d'organiser à la fois la pensée, l'histoire par rapport à ce qu'on vit? Alors en fait, en gros, c'est un 48 heures chrono, donc c'est vraiment un thriller très tendu en fait sur une crise nucléaire. À l'époque, je me disais que ce serait un peu sur un certain charme suranné en 2019 quand j'écrivais ça. Et ça a été un peu rattrapé par la réalité. Le charme est plus si suranné que ça, c'est très réaliste du coup. Donc en fait, je voulais écrire un thriller qui soit vraiment quelque chose de dynamique, mais dans un monde à plus 4 degrés, tel que je le vois moi en tant qu'expert, puisque je suis expert dans le domaine de l'environnement. Donc mon idée, c'était de dire comment sera le monde et quel impact sera au niveau socio-économique, au niveau psychologique sur les gens, comment sera le monde de demain. Donc j'ai imaginé ce monde de manière la plus réaliste possible, en faisant une vraie démarche de prospective par rapport à mes connaissances, pour créer un monde dans lequel j'ai mis un thriller 48 heures chrono en fait. Donc le roman ne parle pas d'environnement, mais tout le fond d'écran parle d'environnement, le monde, la société dans laquelle les gens évoluent. J'ai essayé d'imaginer une Europe qui a basculé dans un système éco-responsable. Donc au départ, je voulais me dire, je vais faire une société qui a réussi sa transition. Et puis en fait, je suis arrivé à un truc très ambigu où on ne sait pas trop si c'est une démocratie éco-responsable ou une dictature écologique horrible. Et d'ailleurs, je n'ai pas tranché. D'ailleurs, je ne sais pas moi-même comment le qualifier, cette société. Mais voilà, je suis arrivé à ce résultat-là. Et en fait, j'ai projeté un scénario dans cet univers-là. Ce qui permet de ne pas parler d'environnement, tout en parlant d'environnement, en fait. Ce qui change un peu l'angle d'attaque, parce que je pense que si on veut évoluer au niveau environnemental, je pense que ça viendra plus du cœur que du cerveau. C'est plus l'émotionnel qui va mettre les gens en mouvement que le raisonnement, en fait. Le raisonnement, il est là pour guider où est-ce qu'on veut aller, une fois qu'on a pris une décision de où est-ce qu'on voulait aller. Pour changer d'orientation, pour changer de braquet, je pense qu'il faut toucher à l'émotion des gens. C'est vrai que l'imaginaire, ça touche d'abord à l'affect et effectivement, ensuite après, on a la partie réflexion. Donc là, dernièrement, c'est tout récent, il y a Antarcticas qui vient de sortir aux éditions critiques, donc vous verrez le petit insert qui passeront, ne vous inquiétez pas, tout ira bien comme d'habitude. On mettra les liens dans la description de la vidéo. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Antarcticas? Donc on en a discuté tout à l'heure, ça a l'air encore... tout à fait optimiste et passionnant. Alors Antarctica, c'est un peu la même logique, c'est un thriller d'anticipation aussi, qui parle aussi d'environnement dans la même logique, mais qui est quand même moins sombre que Symphonie Atomique. Symphonie Atomique, c'est vraiment le monde à plus 4 degrés, c'est vraiment on a raté le braquet, quoi. Dans Antarctica, en fait, le principe, c'est plutôt qu'il reste l'Antarctique à exploiter en 2050 et ils font gentiment. Donc il y a des gens qui ont été autorisés à y vivre pour faire de la recherche et de l'industrie, qui a besoin de grand froid pour économiser l'énergie. Ils se sont dit que ça serait mieux là-bas. Donc il y a des petites communautés qui vivent en Antarctique, il y a une population en Antarctique. Et dans cette population, il y a des gens qui braconnent l'or et les diamants illégalement en Antarctique. Donc les pays qui sont responsables du respect de l'environnement en Antarctique ont déployé des drones et des robots pour empêcher l'exploitation illégale à moindre coût. Donc c'est assez dangereux de faire ça. Et en fait, il y a un laboratoire qui est attaqué au début du roman, on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a un des gars qui s'enfuit avec une invention qui permettrait de lutter contre le changement climatique et qui va se retrouver avec ses braconniers à essayer de fuir l'Antarctique pour rejoindre l'Europe, pour peser sur une COP, donc une conférence des parties comme les COP pour le climat, mais une COP qui doit décider, elle, de si on va ouvrir l'exploitation de l'Antarctique à l'industrie. Et donc en fait, il y a le parallèle entre les gens qui vivent en Antarctique et les gens qui vont décider de leur sort, et est-ce que ce sort va être accepté ou pas à la fin plus l'intrigue autour de l'innovation qui permettrait de résister au changement climatique.
Donc, d'ailleurs, si ça vous intéresse, sachez que pour le statut de l'Antarctique, c'est un statut vraiment spécial en droit international public. Pareil, si ça vous intéresse, on vous mettra des liens, mais en gros, c'est géré par tous les États qui ont des intérêts là-bas, dont la France. Et pour l'instant, ça reste intérêt scientifique, pour le moment. Voilà, mais en Mais fait, ça se rediscute régulièrement, c'est quoi. très ambigu en fait. Ça repose sur des textes qui ne sont pas des vrais accords internationaux, c'est des réclamations qui ont été. C'est des chartes qui ont été arrêtées un peu dans le temps, mais qui sont contestées par certains pays qui n'y ont pas accès. Et il y a toute une partie qui appartient à personne. Il y a une zone qui est non définie en fait. Et il y a des zones qui sont réclamées par plusieurs personnes. Donc ça ouvrait sur la dimension géopolitique, qui est aussi très présente dans Antarctica comme dans Symphonie Atomique, puisque un de mes buts, c'est de faire prendre conscience aux gens de tous les enjeux qui découlent des problèmes environnementaux. Les conséquences sociales, les conséquences économiques, les conséquences psychologiques sur les personnages et les conséquences géopolitiques, puisque dès qu'on parle d'accès aux ressources, on bascule sur des intérêts nationaux et internationaux qui mettent en jeu de la géopolitique en fait. Et ça, tout le monde n'en a pas conscience. On le subit un peu dans l'actualité quotidienne sans mesurer que ça vient des problèmes d'accès à la ressource. D'ailleurs, c'est pareil, si ça vous intéresse, vous irez voir un petit peu donc, géopolitique du changement climatique, et vous verrez que la plupart des conflits actuels, c'est l'accès à l'eau. On ne le dit pas assez malheureusement, parce que les religions, les conflits, etc., mais c'est l'eau, clairement, qui commence à monter tout doucement. D'ailleurs, on le voit en Espagne, pour ceux que ça intéresse. Et puis il y aura les métaux, et puis les hydrocarbures, et puis tout ce dont on a besoin en fait, y compris pour faire la transition écologique. Ce qu'on appelle la transition écologique, en fait, c'est un basculement d'une ressource hydrocarbure vers une ressource minérale. Donc ça ne résout pas complètement le problème en fait. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce roman de fantasy, même s'il n'est pas encore sorti, ni quoi que ce soit, ce que tu peux en dire en tout cas? Alors là, je n'ai pas encore le pitch, c'est pas encore mûr là, je ne peux pas vraiment en parler. C'est juste l'histoire d'un personnage féminin qui va vivre une aventure à travers un monde et pour gagner une partie inexplorée du monde en fait. Pour aller à la découverte d'une partie inexplorée du monde. D'accord. Voilà ce que je peux en dire. Une partie voyage, ouais, c'est vraiment un voyage initiatique en lien avec la nature. Eh ben écoute, il nous reste à te remercier en tout cas pour ce petit moment que tu nous as consacré. Merci à vous. Et oui, j'ai une dernière question. Si on devait adapter une de tes œuvres en jeu de rôle, qu'est-ce que tu choisirais? Bonne question. Je choisirais Légende d'Agrégat en fait, parce que l'univers s'y prête. C'est un univers beaucoup plus onirique, beaucoup moins réaliste, beaucoup plus imaginaire, donc couvre un champ des possibles beaucoup plus grand. Avec, en plus, il y a une sorte de philosophie religieuse aussi qui s'appelle la tradition du vide, que les gens, en fait, les gens d'Agrégat, le pitch, c'est l'humanité a colonisé plusieurs planètes, mais c'est pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc les gens peuvent pas passer d'une planète à l'autre. Du coup, il y a un autre peuple qui vit dans des grands consortiums de vaisseaux qu'ils appellent les agrégats, qui eux sont tout le temps à la vitesse de la lumière, qui font une route commerciale entre les mondes pour maintenir la cohésion génétique de l'espèce humaine. Et ils suivent une philosophie religieuse qui s'appelle la tradition du vide, qui guide leur comportement et ce qu'ils doivent faire. Et en fait, l'histoire, c'est qu'un personnage qui vient d'une planète va se retrouver embarqué dans un des agrégats et va commencer à se demander comment on en est arrivé là, pourquoi il y a ces deux humanités qui coexistent, et ça va semer le désordre en fait dans l'agrégat petit à petit. Et donc il y a plein de rôles possibles avec des religieux, des sectes, des différentes classes de gens qui vivent dans cet agrégat. Donc ça se prêterait bien mieux à un jeu de rôle que Symphonie Atomique ou Antarctica, qui sont beaucoup plus réalistes en fait. Oui, là on serait plus dans du scénario d'enquête un peu plus péchu quoi. Ouais, voilà, ouais, ça se prêterait moins à un jeu de rôle libre, et la liberté qu'on attend de ça serait pas à la hauteur, je pense. Ok, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ce petit temps consacré, et puis on te souhaite une bonne fin de festival, et puis encore merci à toi. Merci à vous pour l'interview et puis pour le podcast, c'est avec grand plaisir, et ça marche. À bientôt. À bientôt, salut. Au revoir. Let's go.